Bonjour à tous, je me nomme Philippe Journeau, je suis le fondateur du Philantrolab. Et comme Maurice, j'ai essayé de monter mon groupe et qui m'a permis un jour de créer ce lieu. Ce lieu est un lieu historique avec une profondeur historique assez étourdissante puisque les origines de cet immeuble remontent au XIVe siècle. Et vous avez ici la fac de chirurgie de Paris au XIVe siècle où des noms prestigieux ont étudié, des noms comme Ambroise Paré ont étudié ici. Et vous avez la Rotonde, qui est un bâtiment qui a été construit en 1745. Alors généralement, on dit, bon, 1745, c'est loin. Et je dis, mais c'est 50 ans avant les États-Unis quand même. Donc c'est vraiment un immeuble qui est très ancien et que nous avons pu acheter à la ville de Paris dans le cadre d'un concours qui s'appelle Réinventer Paris. Le thème était Réinventer Paris. Alors comment on réinvente Paris dans un arrondissement historique et dans un lieu historique, puisque c'est un monument historique, eh bien on réinvente avec une nouvelle occupation des lieux. Et on le réinvente en essayant de créer un lieu extrêmement écologique, ce que nous avons fait, puisque ici c'est le premier monument historique français chauffé intégralement et climatisé par la géothermie. On a fait des puits assez profonds. Et on a fait tout un écosystème en fait qui permette d'avoir un lieu qui soit écologique. Je ne vais pas développer parce que c'est pas le thème de votre conférence, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a créé le Philantrolab ici? On cherchait des idées parce que ce lieu avant transformation était déjà joli. Et en fait, on s'est aperçu on a demandé les origines du nom de la rue de la Bûcherie. Il faut imaginer Paris au Moyen-Âge. Les bateaux approvisionnaient Paris par la Seine et en face, il n'y avait pas le quai de Montebello, il n'y avait pas une autoroute, il y avait le port aux bûches où les bateaux amenaient les bûches pour que les Parisiens puissent se chauffer. Et la tradition voulait que les Parisiens amènent leur viande avariée, qui était bouillie et salée sur place, et donnée aux indigents. On s'est dit, tiens, ça c'est la philanthropie du Moyen-Âge, essayons de participer à celle du XXIe siècle. Et je suis là parce que d'abord Alpha Omega est un partenaire du Philantrolab, mais aussi son fondateur est quelqu'un qui a fait évoluer un business en France et qui a créé une classe d'actifs, on en parlait tout à l'heure, qui est le capital investissement, et aussi parce que vous avez un thème qui est absolument crucial, c'est la transformation digitale pour progresser les causes sociales des associations. Ce matin même, alors vous voyez, ce matin même, j'étais dans mon lit, j'ai reçu un mail à 7h30, j'ai fait 2 dons, un de 500 € et un de 1000 € à une association qui me touchait. C'est une association qui organise la solidarité dans le milieu messin. Il se trouve qu'on a un grand centre commercial à Metz. On a reçu un email super bien fait et immédiatement, j'ai demandé à ce qu'on fasse un don à cette association dont je ne connais même pas les dirigeants. Pourquoi? Le territoire me touche, les causes me touchent, la solidarité intergénérationnelle, et ça, c'est grâce au digital. J'en dis pas plus, je vous passe la parole. Je vous souhaite une très bonne matinée. Bonjour, merci beaucoup Philippe Journeau. D'abord, merci beaucoup pour ce partenariat avec le Philantrolab, qui est non seulement un lieu magnifique, mais aussi un endroit où de nombreux incubés viennent s'acclimater et progresser en philanthropie. Donc, je vais pas paraphraser Philippe, mais en 2 mots, la Fondation Alpha Omega, c'est une fondation unique en France qui apporte à la fois soutien financier et soutien en compétences aux associations de façon à massifier leur action. Et peut-être pour mettre en perspective ce que disait Philippe Journeau, nous, on comprend tout à fait qu'il y ait des associations qui stimulent l'intérêt grâce à la cause qu'elles portent et grâce à l'effet émotionnel qu'elles impliquent sur les bénéficiaires qu'elles touchent, mais nous, en fait, on a une vision qui est beaucoup plus systémique, qui est de vouloir régler les problèmes sociétaux et de ce fait d'accompagner un nombre très limité d'associations de façon à les faire passer à l'échelle. Donc évidemment, dans le cadre de nos très grandes associations, le digital est majeur.
Cependant, et vous allez voir l'équipe et tous les intervenants qui vont présenter leur travail, finalement, le digital est quelque chose de très méconnu par le monde associatif. Il est utilisé de façon très limitée, notamment peut-être pour essayer de toucher d'un point de vue digital les donateurs, comme Philippe Journeau a été touché ce matin pour donner un don. Et pourtant, le digital, ça peut être quelque chose de beaucoup plus large, tant en termes de stratégie qu'en termes d'implémentation. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais démarrer la séquence. Alors, toute l'équipe de la Fondation Alpha Omega est ravie de vous accueillir, donc on l'a dit, dans ce lieu magnifique du Philanthrolab, cette magnifique salle des colonnes. J'aimerais, avant de commencer, vous remercier de votre présence, d'avoir bravé le froid et l'arrivée en fin de l'hiver pour être avec nous ce matin. Alors moi, je suis Léo Lamboulet, je suis directeur d'investissement social à la Fondation Alpha Omega et mon rôle, c'est d'accompagner les associations dans leur structuration et leur développement. Donc j'ai le plaisir d'animer cette deuxième édition des matinales de l'aventure philanthropie avec vous ce matin. Alors qu'est-ce que c'est que ces matinales de l'aventure philanthropie ? Ces matinales, elles ont pour vocation de vous présenter comment fonctionne l'aventure philanthropie à travers des retours d'expérience de celles et ceux qui la pratiquent. L'idée, c'est de vous proposer un format vivant en faisant dialoguer associations, mécènes de compétences et collaborateurs de la Fondation Alpha Omega autour de projets de structuration qu'ils ont menés ensemble. Alors la thématique, on l'a dit, de ce matin, c'est celle du rôle et surtout de la place du digital dans la stratégie de développement des associations. Pour explorer cette thématique, on va recevoir 2 associations de premier plan dans le domaine de l'éducation, qui sont Entreprendre pour apprendre et la FEV, et également un expert de la transformation digitale, Devoteam. Donc je vais commencer avec une première table ronde où je vais appeler Ilham, la directrice générale de la Fondation Devoteam, et Samuel, le directeur général d'Entreprendre pour apprendre France. Merci d'être avec nous ce matin. Ilham, je vais commencer avec toi. Et j'ai le plaisir de commencer avec toi puisque nos 2 structures collaborent ensemble depuis maintenant 3 ans. On vient de renouveler notre partenariat pour 3 nouvelles belles années. Et avant de donner la parole aux associations, je voulais revenir avec toi sur la façon dont on travaille ensemble, puisque je trouve que depuis ces années, on a réussi à concevoir un modèle d'accompagnement qui fonctionne plutôt bien. Et l'idée, ça serait peut-être d'en parler pour peut-être inspirer les gens qui se demandent aujourd'hui comment peut-être s'engager. Donc, est-ce que tu pourrais déjà peut-être nous présenter un peu les activités de la Fondation Devoteam, et puis après nous dire ce qui, pour toi, fait la force de notre duo, et puis même finalement notre trio avec les associations, la Fondation Devoteam, la Fondation Alpha Omega. Oui, merci Léo. Ravie d'être aussi avec Samuel, avec Entreprendre pour apprendre. Moi, je travaille depuis 5 ans, presque maintenant, à Devoteam, qui est un groupe de services technologiques dans plusieurs pays dans le monde. Et on a créé, il y a plusieurs années maintenant, 2007, la Fondation Devoteam existe depuis 2007, un petit peu confidentiel, il y a 15 ans, pour trouver un moyen de pouvoir faire bénéficier les compétences qu'on a dans le groupe Devoteam au niveau technologique, l'expertise digitale qu'on a. Comment est-ce qu'on peut arriver à la partager avec notre écosystème social et solidaire? Donc la Fondation Devoteam a été aussi créée pour ça, pour être cet outil de partage, pour véhiculer ces compétences-là. Bien sûr, on a aussi une activité au niveau de la Fondation pour aider les porteurs de projets internes au groupe Devoteam. On est 10 000 personnes aujourd'hui dans le groupe, pour les accompagner dans leurs projets associatifs internes. Ça, c'est la partie un peu plus des donations financières qu'on peut faire. Mais là où on est le plus fort, et c'est là aussi sur le point sur lequel j'aimerais insister, à Devoteam, la Fondation Devoteam ne peut rien faire sans les consultants qui travaillent à Devoteam. Donc là, comme j'ai dit, 10 000 personnes, on a à peu près 9 000 consultants, donc 9 000 compétences potentielles qu'on peut
partagée avec notre écosystème social. Là, on a un grand nombre de métiers qu'on arrive à identifier selon les besoins qu'on reçoit des associations. Il y en a énormément, donc c'est vrai que la transformation digitale, c'est le terme qu'on associe le plus souvent pour parler des enjeux qu'ont les associations à penser de manière structurante et circulaire leurs enjeux digitaux, donc pas que par la voie des outils digitaux, comme je ne sais plus en introduction aussi, on disait que les associations pensaient beaucoup à leur levée de fonds, à toucher les collaborateurs, les bénévoles et à trouver. Elles abordaient elles abordent le digital sous l'angle un peu de la survie, c'est ce que me disait tout à l'heure aussi dans les conversations qu'on avait en amont, alors que, et c'est là tout l'enjeu de la transformation digitale, il faut la penser de manière systémique, et c'est aussi pour ça que la partie consultant, donc des conseillers, donc pas que des experts dans le dur du digital, sont très précieux pour les associations. Donc voilà ce qu'on essaie de porter à la Fondation Devoteam. On utilise souvent le mantra « on veut renforcer les capacités digitales des associations ». Donc c'est vrai, activer, renforcer, animer, mais on parle de capacité digitale. Donc c'est comme, vous voyez, les grands programmes aussi des ONG, le capacity building, comme on dit en anglais, c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder les choses, et il y a plusieurs étapes. Donc, et pour finir un petit peu la boucle de ce qu'on fait à la Fondation Devoteam, parce que c'est très important, c'est un levier extrêmement central de la politique RSE du groupe Devoteam. Donc c'est pas exogène, ça rejoint aussi la partie systémique, c'est comment est-ce qu'on peut prendre part aux actifs de la société de manière globale par notre impact sur l'environnement et notre impact social. Et donc je conclue un petit peu là-dessus cette présentation-là. C'est comment est-ce qu'on injecte notre savoir-faire digital pour maximiser l'impact social des associations. Humblement, comment est-ce qu'on peut contribuer à ça? Et être dans un incubateur aussi, c'est extrêmement passionnant, parce que c'est cette circularité aussi de multidisciplinaire des compétences, des conversations, des écosystèmes différents qui fait la richesse des solutions qu'on va trouver. Et quand on est dans des compétences digitales très diverses, c'est ce doute permanent, cette conversation permanente qu'on a sur les technologies, sur l'outillage, sur la conduite du changement, sur aussi pas mal de sujets qui sont sous le radar du digital. Et ben, quand on est un consultant, moi-même je suis consultante depuis quelques années avant de rejoindre la Fondation, donc je connais les questions qu'on se pose en tout début de conversation avec nos parties prenantes, celles qu'on arrive au fur et à mesure du projet et jusqu'à la fin. Et souvent c'est très surprenant, la partie outillage est parfois c'est la plus simple. Ça reste des outils, mais c'est tout l'enjeu sociologique et voilà, qui est central, et c'est pour ça que à la Fondation Devoteam, on remercie aussi beaucoup la confiance qui nous est accordée pour pouvoir accompagner les associations. D'ailleurs, dans cet incubateur, il y a Humanity Diaspo, j'ai vu la vidéo à l'entrée, c'est aussi une association de phare qu'on accompagne, et avec la Fondation Alpha Omega, peut-être je réponds à la question, qu'est-ce qui fait le renouvellement des vœux qu'on vient de faire pour 3 ans? En tout cas, oui, c'est la façon dont on travaille ensemble qui permet d'être assez efficace. C'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est vraiment une philosophie et c'est ancré dans votre politique RSE. C'est-à-dire que vous y mettez des moyens. Nous, on se parle tous les mois. On arrive à identifier pour vous les besoins des associations qu'on connaît très bien. Vous arrivez du coup à trouver les bonnes expertises pour le bon besoin, et il y a ce suivi qui est fait au long cours qui vous permet aussi de bien connaître au fur et à mesure des associations et même de devenir proactif dans l'identification du besoin et de la ressource à trouver. Et c'est ça qui peut être aussi intéressant à expliquer, qu'on voit rarement chez les mécènes de compétences, cette connaissance que vous commencez à acquérir des organisations pour pouvoir aller au-devant des besoins et trouver la bonne ressource. Oui, parce que ça, en fait, c'est notre métier. On est consultant, donc on délivre des missions de consulting gratuitement pour les associations. Donc c'est vrai que derrière le métier de consulting, on a de la méthodologie et de la discipline, du pragmatisme, de la mesure, des indicateurs de performance, donc vraiment tout le vocabulaire habituel d'une gestion de projet très stricte. Donc c'est pour ça aussi le succès, je dirais, des missions qu'on a avec Alpha Omega, c'est qu'on est en toute franchise sur les enjeux d'un projet digital.
Hein, donc c'est la vision un peu holistique d'un projet qu'on implémente au niveau digital en se disant la méthodologie de projet, je trouve pas le mot en français, ownership, donc l'appropriation des projets en interne pour qu'ils soient portés par les associations. Donc culturellement aussi, c'est d'avoir cette mécanique de gérer un projet de manière très structurée. Et quand on est très structuré, justement, ça nous sécurise pour pouvoir créer, inventer des solutions alternatives qui répondent personnellement à l'association, puisqu'on a beau effectivement systématiser des processus, chaque association, parce qu'elle est gouvernée de manière particulière, parce que son public est particulier, ses bénéficiaires sont particuliers, a besoin de personnalisation dans les solutions qu'on lui apporte. Donc, ce qui fait, là, on a accompagné, ça fait 3 ans qu'on accompagne les associations suivies par la Fondation Alpha Omega. Ce qu'on a constaté déjà, c'est un impact accéléré année après année. Hein, donc c'est pas arithmétique, c'est vraiment exponentiel la qualité, les résultats qu'on observe. Mais ça nécessite aussi de la consistance, donc de la durée. Donc c'est ça aussi, le mot est utilisé par Elisabeth, la massification. Donc c'est vrai que cette travailler de manière continue sur un projet pendant quelques années, parce que c'est vrai que pour maturer un projet digital, il faut du temps, hein, pour que ça s'imbibe quand même dans les pratiques au quotidien des parties prenantes associatives. Et c'est ce qu'on a trouvé aussi à Fondation Alpha Omega. Ce duo-là fonctionne parce qu'on est en concertation sur cet impact-là. Et le trio avec les associations, parce que c'est cette communication circulaire fait qu'on est toujours challengé par les associations qui arrivent avec des enjeux énormes, qu'on aide à dégrossir, qu'on aide à rationaliser pour les découper en plusieurs morceaux de projets digitaux, et on les adresse un par un pour que on ne soit pas aussi dépassé par l'ampleur de la tâche. Donc ça aussi, c'est important d'y mettre cette pédagogie-là le plus tôt possible. Merci beaucoup, Ilham. Alors à toi, Samuel. Donc Samuel, tu es directeur général d'Entreprendre pour apprendre France, une magnifique association qui fédère 17 associations régionales. Alors vous avez cette formidable mission de révéler le potentiel des jeunes à travers une expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu pourrais effectivement en dire plus sur tout ce que vous faites sur le territoire national ? Alors, en 2 mots, Entreprendre pour apprendre est une organisation qui crée à partir des années 60 un constat que pour révéler tous les potentiels, il faut rapprocher le monde de l'éducation et celui de l'entreprise, et que sur cette base-là, la pédagogie active ou la pédagogie dite de défi, utilisant les outils de la mini-entreprise, a vocation à réveiller à la fois la fibre entrepreneuriale et l'ensemble des compétences qui vont avec, le potentiel et les talents. Et donc, on est une organisation que moi j'ai rejoint cet été. Donc, une partie de ce dont on parle aujourd'hui, en fait, qui est un héritage dont je m'occupe aujourd'hui d'écrire la nouvelle page, puisque la stratégie digitale, en fait, c'est un enjeu qui se pense pas à la petite semaine. Et en 2 mots, je vous dirais aussi pourquoi nous, la question digitale est beaucoup plus qu'un nice to have, c'est juste un essentiel de notre développement et de notre survie. En quelques mots clés, en fait, on accompagne cette année à peu près 35 000 jeunes sur tous les territoires, qu'on est une organisation dite coopérative et fédérale, c'est-à-dire que moi je dirige la fédération qui anime une 15aine de régions, et que on est une centaine de collaborateurs avec à chaque fois un président, un directeur, un conseil d'administration. Je le dis parce que c'est très spécifique à notre organisation et que du coup le digital doit venir servir ça. Les 35 000 jeunes, c'est à peu près 2000 encadrants, enfin 2000 projets déployés dans l'année. C'est à peu près, pour faire simple, 2000 enseignants encadrants de l'éducation nationale qui accompagne ces jeunes, et c'est au niveau des représentants, mentors, bénévoles, entreprises, à peu près 1500 accompagnants. Donc c'est une diversité en fait de publics qu'il est essentiel d'adresser si on pense digital chez nous, avec une extrême diversité d'usages, puisqu'on a, pour faire simple, une petite dizaine de programmes différents, partant d'un programme d'une journée, 8 heures, jusqu'à des programmes de 70 heures, qui sont soit utilisés en format demi-journée, journée,
ou hebdomadaires semaines qui peuvent étaler sur plusieurs mois, voire à l'année sur les programmes longs dits L de création d'entreprise. On arrive avec même un prototype, un business plan, et donc on va beaucoup plus loin en fait que la simple résolution d'une idée, d'un problème de société où on met en intelligence collective tout le monde pour inventer les solutions de demain. Donc une très grande diversité de dispositifs, de public et d'outils. Alors l'histoire retiendra en fait que, alors entre autres via l'accompagnement de la fondation Alpha Omega, mais la fin d'une première étape de digitalisation de tous nos outils, donc c'est-à-dire ces centaines une petite centaine de supports pédagogiques qui vont de la fiche technique à j'anime un atelier créatif à le tableur Excel, mon modèle économique, plus les quelques dizaines de vidéos qui expliquent c'est quoi l'entreprise versus c'est quoi une direction de la communication. L'ensemble de ces outils-là a été digitalisé, rendu disponible sur une plateforme de mémoire un petit peu avant 2020, c'est-à-dire juste avant le Covid. Et quand je dis que le digital n'est pas qu'un nice to have chez nous, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu ça, tout simplement pendant cette période-là, l'activité de l'organisation était juste plus possible, puisque ce qui se faisait encore très confortable il y a quelques années sur des supports papier, votre business Canva accroché au mur, ne fonctionne plus, surtout dans les espaces contraints, les moments contraints que l'on a connus. Donc c'est ça, nous, notre réalité au quotidien qui nous importe aujourd'hui de réinventer, puisque après cette période-là, donc moi j'arrive cet été, je vois aussi s'installer ce qu'on appelle la V2 de cette fameuse plateforme qui a été développée depuis un an et demi, 2 ans, qui rassemble tous les outils pour tout le monde, pour tous les usages de toute l'année. Et là, pour vous donner un exemple, en fait, le mois dernier, on a 4500, 4800 nouveaux utilisateurs création de compte. Parce que sur les 35 000 jeunes qui changent tous les ans, ils sont invités à rejoindre. Sur les 1800 professeurs, il y a un taux de renouvellement aussi. Donc, l'enjeu technologique, il est très fort. Et c'est vrai que pour une association, moi, j'ai un DSI, un responsable service informatique à Paris, c'est tout, c'est une seule ressource, donc on va compter bien évidemment sur les ressources complémentaires, partenariales autour, et le mécénat de compétences, il est précieux pour ça, parce que il y a l'expertise FAO sur l'ambition du développement. Oui, le petit point clé aussi que je peux rajouter à l'approche chiffrée, c'est que 35 000 jeunes cette année, une ambition de doubler en fait à 2 ans, et en réalité, si on veut être raisonnable par rapport aux enjeux qui nous intéressent, il faut adresser toute une classe d'âge, et c'est plutôt 600 ou 700 000 jeunes qu'il faudrait pouvoir toucher que 70 000. Donc la variable, on multiplie les humains pour déployer tout notre système, ne marche pas. Il faut bien évidemment aller vers ces outils-là. Et en 2 mots, en fait, ce que je retiens moi depuis mon arrivée, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a une diversité d'usages qui rend le sujet très complexe. Et que là on rentre, je pense, dans une phase de maturité, d'appropriation, où après la réponse technologique qui répond à une ambition, il faut vraiment être sur les usages. Et que quand on a autant de publics différents, il faut penser le système dans sa globalité, pas que la plateforme pour faciliter, mais quels sont l'ensemble des outils autour. Moi, on a vu émerger par exemple les besoins de CRM très forts dans les régions, avec des régions qui pris par l'urgence, il y a moi c'est Salesforce, moi c'est Pipedrive, et puis moi je vais bidouiller un truc en no-code parce que j'ai quelqu'un dans l'équipe qui sait le faire. Et que si on veut avoir un impact, si on veut massifier, si on veut aller même au-delà des 70 000, il faut cette vision, cette stratégie globale et les usages très locaux. Et donc c'est comment on embarque. Et donc notre responsable ici a changé aussi cet été. On en parlait avec Benoît, et c'est intéressant. La personne que je viens de recruter, elle vient de la pédagogie. Et moi, mon enjeu, en fait, c'est pas d'avoir la plus belle machine du monde dont personne ne sait se servir ou a envie de se servir. C'est d'avoir une organisation dont les usages sont simples et fluides, avec 2 mots d'ordre qu'on partage avec les équipes. C'est l'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir rejoindre le système facilement, et l'autonomie, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se les approprier. Et de la techno à comment on embarque tout le monde, c'est notre enjeu pour la stratégie, on va dire, digitale qu'on écrit ensemble en fait, en réalité. Voilà. Après, je peux dire 2 mots sur Devoteam, mais ce regard extérieur, il est très précieux, parce que en association, on a souvent un petit peu, des fois, un manque de repères sur comment aller voir les experts du milieu, les cabinets de conseil, et avoir un tiers comme vous.
c'est très précieux. Voilà, en quelques mots, Léo, là où on en est aujourd'hui à l'automne. Tu as exploré pas mal de sujets dans ton introduction. Tu l'as dit, tu as pris les rênes de l'association il y a 5-6 mois cet été, sur une ambition qui est forte, passer de 35 000 bénéficiaires à 70 000, sujet qui avait été travaillé à l'époque avec le cabinet Moniteur Deloitte. Le digital avait été identifié comme un des leviers importants. Justement, pour toi, est-ce que tu as une vision un peu de la place que ça doit avoir ou sur quel sujet effectivement le digital doit venir pour pouvoir justement assurer ces 70 000, que ça soit en quantité ou pour apporter de la qualité et de l'impact? Oui, alors moi, elle est juste centrale, hein, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade du nice to have, site internet, petite plaquette, un espace abonnement où je peux aller chercher mon bulletin de cotisation et puis la plaquette du dernier rapport. Pour moi, elle est transverse, systémique, globale, à tous les étages. Et je vois bien, et moi le premier en fait, que ces habitudes-là, en fait, elles sont pas si évidentes à mettre en œuvre d'un point de vue systémique pour toute l'organisation, parce que alors on réécrit la feuille de route, donc la phase de diagnostic avec le nouveau DSI qui arrive, qui est plutôt d'ailleurs un responsable directeur innovation digitale et pédagogique qu'un DSI, c'est redonner de la perspective en fait à tous les acteurs. C'est-à-dire que si on est des créateurs de nouvelles perspectives pour tous les talents, je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur les jeunes et que toute la première phase de digitalisation des outils, c'est-à-dire je télécharge mon business Canva, j'ai ma fiche méthode, je sais rendre le rendu que le professeur attend de moi. Il y a eu beaucoup d'accent de mis là-dessus. Et moi, je me rends compte que la question de révéler donner de nouvelles perspectives à tous les potentiels, le sujet des collaborateurs et des salariés, en fait, a été moins adressé que le sujet des jeunes, et que le sujet typiquement des professeurs et des encadrants, sans être dans les caricatures de l'éducation nationale à des outils qui sont un peu vieillissants, etc., crée que les pratiques et les usages chez un acteur clé de notre système, c'est-à-dire que si le professeur n'est pas engagé, embarqué, ça ne marche pas, on ne déploie pas, on ne peut pas délivrer le truc. Notre enjeu il est là, et en fait le digital, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tous les outils, on a tous les supports, et qu'en revanche, il faut vraiment mettre l'accent sur comment chacun se les approprie. Et que moi, la réponse de « c'est bon, il y a un tuto », alors quand je regarde le tuto qui fait 1h45, je sais déjà que ça ne va pas marcher, que si on me dit également qu'il y a un tuto qu'on peut trouver sur YouTube, je sais très bien que ça ne va pas marcher non plus. C'est comment moi je recrée de la dynamique de sens par rapport à une ambition, chiffrée certes, mais pour faciliter des usages communs. Et là, enfin, vraiment, on a du boulot. Enfin, tu connais la situation, Léo, on la partage presque tous les jours. Il y a un gros enjeu là-dessus. Et après, l'autre sujet, je finis là-dessus, c'est que nous, on est une organisation en fait qui va vite, qui va très vite sur plein de sujets, c'est-à-dire très créatif, qui va inventer souvent des nouveaux outils, des nouveaux dispositifs, et qu'il faut qu'on apprenne un petit peu le temps long, enfin en tout cas le temps moyen long, pour typiquement décider ensemble. Un CRM en fait, il vaut mieux prendre 3 mois à décider tous ensemble qu'est-ce qu'on va déployer dans tout le réseau et de voir comment on le fait tous ensemble, plutôt que chacun à la petite semaine se disent moi en fait je viens de voir un consultant, ça va être Salesforce, et puis là-bas j'ai entendu parler de Pipedrive, on va y aller. Donc moi c'est ça en fait mon enjeu pour installer véritablement le digital au cœur de la stratégie de massification, de développement, d'impact en réalité, c'est articuler les besoins du quotidien avec une vision un petit peu plus moyen terme. Penser le digital de façon uniforme. Et l'accompagnement au changement. Je ne sais pas si effectivement Benoît tu en parleras, mais j'avais un point avec Benoît, donc qui est responsable des projets digitaux à la FEV, et je crois qu'il y a à peu près 2 ressources dédiées dessus, plusieurs séances de formation par semaine pour justement former les collaborateurs aux usages. Peut-être un dernier point ensemble. On a parlé effectivement d'un peu de
finalement de la pertinence de nos interactions et que ça fonctionnait bien. Donc, Ilham, avec Devoteam, vous êtes intervenu de façon multiple sur la conception et le développement de cette fameuse plateforme pédagogique qui est géniale. Effectivement, c'est comment numériser l'ensemble des ressources pédagogiques pour accompagner les mini-entrepreneurs dans leur aventure. Et c'est comme un MOOC qui est fait donc de façon digitale et qui, on le sait maintenant, que le digital a vraiment sa place dans la pédagogie quand il y a un bon équilibre entre présentiel et numérique. Et donc là, il y a une vraie force dans votre pédagogie là-dessus. Et donc, vous avez eu beaucoup de contributions et peut-être expliquer comment vous avez fonctionné ensemble et sur quoi vous êtes intervenus. Oui, c'est vrai que si on peut trouver des aspects positifs aux crises, c'est qu'elles, comme la crise du Covid, c'est qu'elles accélèrent les changements parce qu'on n'a plus le choix. Donc, même la transformation digitale, ce terme-là, ce processus qui est long, quand on dit transformation, on prend le temps de se transformer. Les crises qui nous ont percutés, on a changé un petit peu de paradigme, on est passé à une certaine mutation digitale, ça veut dire qu'on n'a plus le temps d'installer ces processus de la durée et de réflexion. On était vendredi soir, le lundi, il fallait, je sais plus, en mars 2020, il fallait être opérationnel au niveau digital et ça a ouvert et cassé des boîtes de travail qu'on archivait depuis des années en se disant je verrai ça plus tard, parce que mes rustines fonctionnent pour le moment et je privilégie le présentiel puisque c'est historiquement ce dont on avait l'habitude. Et donc cette mutation digitale, le bazar que ça a créé d'une certaine manière, en tout cas, a été, je pense, salutaire. 3 ans plus tard, on peut se le dire au niveau des processus des associations. Beaucoup de plateformes digitales ont vu le jour et surtout, on a réussi, en tout cas moi en tant que consultante, aussi de faire la pédagogie aux associations. Le digital, c'est pas numériser de l'existant, parce que ça aussi c'est un écueil qui est naturel. Très rapidement, déjà pour être sécure et se sentir bien, c'est je numérise ce que j'ai l'habitude de faire en papier et ça se retrouve sur tous les supports, audio, vidéo, papier et c'est là où je pense que le tiers intellectuel au niveau digital qui est attendu de la part des associations, c'est comme ce que fait Devoteam, c'est de donner confiance, dans se dire attends, on va enlever ça n'a pas vocation à être digitalisé, ça n'a pas vocation, ce process en 8 étapes n'a pas vocation à être complètement digitalisé. On va le craquer, on va le faire en 3 étapes. Et comme on est en situation d'urgence, via la conjoncture malheureuse, on a eu de l'écho. Et donc je trouve que c'est, par exemple, ce type de plateforme pour aider les jeunes à vivre la création d'une mini-entreprise, ça n'a pas été des étapes, des fiches, même le terme, la fiche projet, la fiche de mission, même le vocabulaire change, surtout quand on s'adresse à une génération de jeunes beaucoup plus, les cibles que Entreprendre pour apprendre a, les consultants de Devoteam hyper agile et efficace en termes de expérience utilisateur, bonification de l'interface des utilisateurs. Donc c'est ce qu'on a le UX, le UI, ces termes-là de design numérique a été extrêmement, je pense, précieuse pour que la plateforme d'Entreprendre pour apprendre ne soit pas juste une réplique d'un tuto ou d'un séminaire d'apprentissage qu'on pourrait avoir. Et cette plateforme, en tout cas les consultants qui se sont alternés en mécénat de compétences, parce que c'est vrai que c'est le format d'action qu'on fait grâce à l'outil de la Fondation Devoteam, c'est des missions classiques, mais qui sont sous l'égide d'un mécénat. Et les consultants et les consultantes qui sont intervenus sur la plateforme d'Entreprendre pour apprendre avaient aussi, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, l'énergie de aussi rapidement sortir quelque chose. Parce que là aussi, c'est culturel, qu'il faut, on y est toujours, c'est l'œuvre d'une vie. C'est de pas, que le projet soit pas complet avant de pouvoir le prototyper. Ce n'est pas de recueillir toutes les attentes des parties prenantes, parce que ça, c'est infini. Et 3 mois plus tard, ça rechange. Donc, il faut tout de suite concevoir quelque chose pour pouvoir bénéficier de tests. Je le mets auprès de mes utilisateurs, je reçois plein de retours négatifs, positifs, en tout cas constructifs, et je fais améliorer
mon prototype, ma version 1, ma version 2. Et au contraire, c'est très sain d'avoir 10 versions. Hein. Regardez les logiciels des grands partenaires américains, ils en sont à la V. C'est très salutaire, hein, d'avoir plusieurs versions et de s'améliorer en permanence. C'est release, c'est aussi avoir une vision de release, de mise à jour permanente en fonction des feedbacks qu'on reçoit. Donc plus on tarde à mettre en possession de nos utilisateurs nos outils digitaux, plus on passe à côté de ces usages. Donc ça aussi, cette crainte-là qu'on peut avoir, et c'est normal quand on est un peu à huis clos dans l'association, avoir ce tiers de confiance qui permet de vous faire passer le pas, hein, d'y aller, c'est aussi le type d'engagement qu'on arrive à faire parce qu'on est sécurisante, la Fondation Alpha Omega, Fondation Devoteam, Entreprendre pour apprendre. Et voilà, ça. Et donc cette plateforme-là, on a hâte de faire la V3, en fait. C'est vrai que de façon concrète, en fait, et c'est là où c'est intéressant et c'est un peu interrogé sur la façon dont vous, par exemple, mécènes, vous pouvez vous engager. La question, c'est vraiment ce temps long qui porte ses fruits, puisqu'en fait, au départ, donc j'ai travaillé à l'époque, c'était avec Adeline sur cette V2, mais V2, pourquoi faire? On ne sait pas, et puis on n'a pas de méthodologie pour identifier les besoins. On va aller chercher des voteams sur aller faire de l'analyse utilisateur. On a le cahier des charges après, mais on ne sait pas trop designer la solution. On va trouver chez des designers, chez Devoteam. Et Devoteam qui avait fait du coup l'analyse au préalable avait concentré de la connaissance sur le sujet, était opérationnel tout de suite pour emmener un designer. Et vraiment voilà, c'est cet accompagnement discontinu qui fait vraiment la force de ce qu'on fait tous les trois. Est-ce que tu veux réagir avant que je pose si les gens ont des questions pour vous? Deux mots. Donc merci en fait déjà de votre présence tous les deux à nos côtés. Et je reviens sur le côté précieux pour une organisation comme nous d'avoir un tiers extérieur entre guillemets neutre et bienveillant. Parce que c'est plus simple de fonctionner en triangulation avec éventuellement un prestataire technique qui va développer, déployer, mais qui, au préalable, en fait, a permis entre nous de poser les besoins, d'identifier en fait les ambitions et ce qu'il est réaliste de faire très rapidement, plutôt que de partir dans la jungle à la recherche au bon prestataire, dont des fois on ne sait pas entre le 100 000 euros de devis et le 250 000. Des fois, quelle est la différence par rapport à l'ambition globale. Et donc moi, c'est ce que je rajouterais comme ça, au-delà du merci, de ce tiers neutre et bienveillant qui permet en fait de penser stratégie de temps long et de répondre à des besoins en fait de temps court du quotidien. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions pour Ilham et Samuel? Moi, je voulais juste vous demander, est-ce que vous pourriez faire parce que je pense qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas forcément tout l'historique, faire un petit récap des besoins digitaux en fait qui sont apparus pour que les gens comprennent très très light. Hein, je pense que Léo qui était là et Ilham qui connaît bien peuvent éclairer parce que c'est pas forcément transparent. Alors les besoins digitaux. Il y a deux énergies. Il y a des besoins qui apparaissent tout azimut, donc notamment par le biais de j'ai besoin d'un outil. C'est souvent les CRM, les outils de marketing digitaux, des gestions de parties prenantes pour faire des levées de fonds. Donc ça, c'est presque vital et ça apparaît vraiment par l'aspect outillage. Donc des logiciels, immédiatement opérationnel, on arrive à se dire dans 3-4 mois j'aurai mon outil paramétré selon mes besoins. Donc ça c'est le premier usage, cas d'usage qu'on peut recevoir en besoins digitaux. Le deuxième aussi, et c'est encore une fois plus des plateformes visuelles. J'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'améliorer mon application numérique. Donc ça nous parvient beaucoup. Et sous le radar, et c'est là aussi qu'il y a des besoins peut-être qu'on connaît qui sont très latents et que les associations n'ont pas le temps de faire émerger et pourtant ils sont très structurants et ça permet
d'être plus durable dans son organisation, c'est tout ce qui a lieu à la donnée, la gestion de la donnée, le cycle de vie de la donnée, sa sécurisation, son respect de conformité. Vous voyez, tous ces mots un petit peu anxiogènes parfois parce qu'on n'a jamais le temps et ça fonctionne sans ça. Mais on peut plus se permettre de laisser ça sous le radar. La donnée est essentielle et son affinage est une grande richesse, mais souvent les associations se disent mais moi je peux pas du big data, moi c'est démesuré pour moi, j'ai une base de données que je maîtrise très bien sur Excel et c'est pas de la data, ce sont des informations, ce sont des gens. Mais en fait, si on se met un peu de côté, on se met un peu en transversal, c'est une donnée. Et la data, quand elle est renseignée, ça devient une information, et quand elle est animée, ça devient une expérience. Donc vraiment, ce cycle de vie-là peut vraiment vous booster et vous donner à voir les outils digitaux d'une autre manière. Et ça, je pense que c'est une richesse qui est souvent, c'est des pépites qu'on voit pas tout de suite quand on parle de transformation digitale. Et le dernier point digital aussi qui est extrêmement sous-évalué parce qu'on pense que ça prend trop de temps et souvent c'est très cher aussi. C'est pour ça qu'il faut profiter du mécénat de compétences pour le faire. C'est le diagnostic digital. Donc là, c'est vraiment prendre du recul. Mettre sur le grill ce qu'on a notre patrimoine digital accumulé sans aucune honte, parce que des fois on voit des choses qui méritent d'être sorties, 300 fichiers Excel, 300 versions, des outils qui se superposent, des drives projets chaotiques, mais vous voyez, c'est sain aussi de les ouvrir. Et ça, c'est quand on prend le temps de faire un pas de côté, de faire ce diagnostic digital, et ça donne la fraîcheur d'une feuille de route qu'on prend le temps de déployer au fur et à mesure, et avoir cette feuille de route, c'est son agenda, et je trouve que ça, c'est très rassurant. Comme je disais au début, la discipline, un peu de méthode, voilà un peu comment on peut adresser les enjeux digitaux. Merci, Ilham. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, moi c'est Bocard de l'association Les Pilotes. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez 17 structures en région et que certaines structures avaient des préférences pour utiliser par exemple Salesforce ou d'autres outils CRM. Comment est-ce que vous faites pour uniformiser tout ça? Alors, bonne question. Réponse courte. La réponse c'est ongoing process. C'est-à-dire en fait que déjà il faut qu'on pose un diagnostic, vraiment, qu'on identifie les besoins et les usages. C'est vrai que là, ce que vous avez ramené, en fait, partir des besoins utilisateurs avant d'apporter la solution à un problème qu'on n'a pas identifié. Voilà, on remet le cavalier sur le cheval et pas l'inverse. Donc poser le diagnostic, le faire partager et ensuite faire des arbitrages en comptant que moi je ne peux pas être comme dans un réseau de concession automobile en mode bulldozer, je vais déployer la solution pour tout le monde identique au même moment. Il faut embarquer les gens plutôt que les contraindre. Donc en fait c'est de l'intelligence collective et le bon sens commun. Donc là il y a une tendance qui se dégage sur Pipedrive et tout le monde est content, mais pas 18 Pipedrive différents, mais un Pipedrive centralisé, parce que pour répondre à la question d'Elisabeth, un de nos gros enjeux, c'est la data, justement. C'est l'information. Et comment on pilote avec des indicateurs pour passer de la petite association à l'organisation structurée qui sait de quoi ont besoin tous les utilisateurs. Donc, diagnostic, intelligence collective pour partager le sens et définir le rythme ensemble. Et bon, globalement, après, c'est la question du rythme, en fait, qui va se poser. Notamment sur Pipedrive. Merci. Isabelle Lougonam, je suis la présidente de l'association IDEAS qui fait de façon assez complémentaire, partage en tout cas avec la Fondation Alpha Omega une approche structurante, méthodologique pour essayer d'avancer. Donc moi je suis vraiment très heureuse d'être là, je me retrouve dans tous vos éléments de langage. Donc j'ai une question très précise sur le mécénat de compétences, pour comprendre un petit peu comment ça marche. Nous, on a aussi beaucoup avancé grâce à des personnes en mécénat de compétences qui nous ont vraiment aidé sur des sujets de transformation digitale. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais comment ça fonctionne? Merci. Le mécénat de compétences, c'est un outil de travail aussi qui se base sur un outil juridique. Et ça permet de mettre à disposition des compétences, en l'occurrence, par exemple, à Devoteam, ce sont des compétences digitales.
c'est vrai qu'on a énormément, enfin, il y a plus de besoins et de demandes que de ressources disponibles dans les organismes comme des groupes technologiques comme Devoteam. Nous, l'an dernier, 2021, on a délivré 1500 jours de mécénat de compétences en France auprès d'une quarantaine d'associations. Ça dépend, enfin chacun a ses ratios. Pour nous, c'était beaucoup aussi d'engagement de travail. Je pense que, mais sur un groupe de 10 000 personnes, vous voyez, on compte en centaines de milliers de jours potentiels, ça reste quand même très bas comme ratio. Donc c'est un parce que le mécénat de compétences, là aussi, alors là c'est mon lobbying interne que je vais faire à chaque fois, vous voyez, c'est aussi un changement culturel pour l'introduire le plus en amont possible aussi dans les processus business des entreprises qui ont des compétences à partager avec son écosystème. Donc ça aussi, c'est cette notion de plaidoyer sur lequel la Fondation Devoteam aussi est très impliquée, puis plein d'autres partenaires, surtout les acteurs technologiques. Alors pourquoi on les retrouve souvent en mécénat de compétences? Parce que c'est une ressource qui coûte très cher sur le marché. On le sait, on a plein de clients, c'est des millions et des millions d'euros. Donc on le sait que c'est une ressource rare et qui coûte cher. Donc quand on peut en faire don, c'est tout de suite on voit la valeur. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu autour de votre question, mais alors souvent, voilà, mais souvent l'énergie des consultants, déborde beaucoup sur le volontariat, le bénévolat, c'est de manière très unie. Donc vraiment les aspects, et puis même les entités business qui composent le groupe Devoteam font complètement fi aussi de la défiscalisation. On fait du jour qui n'est pas comptabilisé parce qu'il faut qu'on délivre, il faut que la mission réussisse, il faut que ça fonctionne. Donc et en plus on est sponsorisé, la Fondation Devoteam est sponsorisée par le CEO fondateur de Devoteam, Stanislas de Benzman. Donc l'aspect fiscal est anecdotique dans l'ambition qu'a la Fondation. C'est vraiment de renforcer les capacités digitales des associations pour que ça fasse ensuite effet boule de neige, et que bien sûr si on peut utiliser l'outil juridique, ça met une comitologie plus traçable, mais faut voir, enfin les consultants ils sont incontrôlables quand il s'agit de donner leur temps. Moi j'ai beaucoup fait de mécénat de compétences aussi à titre personnel. C'est un supplément d'âme qu'on retrouve des deux parties, des consultants qui ont cette fraîcheur et qui ramènent aussi des problématiques qu'ils ont en clientèle, qui sont très ardues, et qui remasterisent pour le donner à l'association. Donc c'est vraiment une relation gagnante-gagnante qui est fantastique. Une dernière question avant de passer à la deuxième table ronde. Merci. Catherine Ozon, Énergie Jeune, j'ai une question sur la durée. Combien de temps a duré cette mission? Je sais qu'elle dure encore, mais on va dire la première étape. Et puis, si vous pouvez nous dire à peu près combien de temps en moyenne durent vos missions, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui doit s'inscrire dans la durée. Vous l'avez dit, ça a beaucoup de valeur, c'est cher. Donc le jour où ça s'arrête, peut-être que c'est un vrai problème. Donc combien de temps dure l'émission? Et puis j'ai une deuxième question, je ne sais pas si vous avez déjà la réponse. Dans nos modèles économiques, les associations, on n'a pas toujours intégré le coût du digital. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui, attention les associations, prévoyez dans vos budgets X%, ou en tout cas il y a un minimum incompressible que dans l'avenir vous allez devoir consacrer à ça, au digital? Alors votre dernière question est extrêmement fascinante, parce que c'est des calculs qu'on n'a pas encore réussi à faire. Se trouver ce bon ratio pour se dire sur quoi on se base. Est-ce qu'on se base sur le nombre de bénéficiaires, donc l'ampleur de l'assiette, ou alors c'est sur l'impact, c'est la force de la mission, ou alors c'est sur le nombre de dons, enfin le budget. Comment est-ce qu'on arrive à calculer l'unité de mesure de ce que va coûter le digital? La bonne nouvelle, c'est que quand on systématise la vision digitale, c'est que ça peut ne pas coûter très cher, parce que quand on n'a pas une vision outil, c'est les licences d'utilisation qui coûtent cher sur la durée, même s'il y a des prix associatifs, etc. Mais quand on veut passer à l'échelle, forcément, vous allez devoir payer plus cher des licences. Donc, quand on raisonne plus par des processus automatisés, digitalisés, ça coûte en ressources temps. Donc déjà, on arrive plus à moduler, quand c'est pas de l'argent, on peut se dire on consacre du temps pour formaliser des processus plus efficaces, et ça passe souvent par réduire des étapes.
Et donc voilà, mais en tout cas c'est ongoing aussi, hein, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais bien un jour qu'on arrive à dire le ratio. Peut-être notre regard là-dessus avec un prisme un peu plus financier, on se rend compte quand même que quand on prend le virage digital, il y a quand même deux types de dépenses. On va avoir des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Je pense que la FEV pourra en parler parce qu'elle est bien avancée, mais des dépenses de fonctionnement, je ne sais pas à combien vous êtes, mais combien? Ouais, 500 000 en fonctionnement? En fonctionnement. Donc moi j'étais sur un prisme un peu plus bas, et après il faut quand même penser effectivement à enveloppe d'investissement, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils sur étagère, mais il y a certaines solutions que vous allez produire vous-même, et sur des fourchettes ça dépend, mais il faut penser des centaines de milliers d'euros quand même, entre 50, 100, 150 pour produire des outils. Donc ce qui est sûr, c'est que le chiffrage se fait, tu l'as dit Ilham, avec ce diagnostic digital qui est vraiment essentiel, mais ça demande quand même un effort financier important si vous voulez prendre ce virage. Et de plus en plus, là aussi, cette notion de plaidoyer, quand on a des donateurs, réussir à de plus en plus flécher les dons qu'on reçoit sur cette transformation digitale, c'est de plus en plus aussi entendable et accepté et vital. Sinon, on arrive à des impasses. Et rapidement, pour votre première question, alors les missions sont très variées en mécénat de compétences. Grosso modo, on est quand même entre 10 et 20 jours de travail par morceau de mission. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'intégralité, mais en mode commando un petit peu, on essaye de fragmenter les missions en plusieurs items qui ne devraient pas dépasser 8-10 jours par item. Donc grosso modo une vingtaine de jours, mais il y a des missions pour de bout en bout, ça peut faire 150 jours par exemple sur l'année. Mais vu le format de mécénat de compétences qu'on est capable de, enfin on fait des promesses, il faut être capable de les tenir quand il s'agit de staff, enfin d'accorder du temps de consultant à des missions. On essaye de réduire puisqu'on sait qu'on peut pas garder un consultant pendant 3-4 mois de suite en mécénat de compétences parce qu'il est appelé à d'autres missions auprès d'autres partenaires. Donc voilà, c'est un peu aussi, on en reviendra, vous l'avez peut-être, c'est la méthode agile qu'on essaye aussi beaucoup d'appliquer et ça implique la fragmentation des missions. Un mot par rapport à un besoin d'association. Alors sur la question du budget, je pense que les réalités sont tellement diverses que ça n'a pas de sens pour moi de sortir des stats ou même quelques montants. Mais sur la question en fait de la nature de la relation, je pense que c'est essentiel de la penser dans une perspective moyen terme et pluriannuelle pour sortir du one shot. C'est-à-dire qu'on peut répondre à un besoin spécifique, on règle un problème sur une mécénat de compétences techniques courte durée. Mais ce qui est intéressant pour une organisation, pour pas créer non plus de dépendance non maîtrisée ou non visible, c'est de penser la logique des conventionnements de manière pluriannuelle. Voilà, c'est ça que j'aimerais rajouter. Et je confirme que l'engagement des consultants de vos équipes dépasse largement leur expertise et ce qu'ils feraient dans une mission classique. Alors peut-être qu'ils font ça chez les autres clients, mais en tout cas, le plaisir à travailler ensemble, il est réel, quoi. Il y a vraiment du sourire dans tout ça. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci beaucoup. Alors pour la deuxième et dernière table ronde, je vais appeler François Jouliot, senior directeur chez... alors si je ne me trompe pas, c'est Devoteam Digital Impulse. Christophe Paris, directeur général de la FEV, et Benoît Dussault, responsable des projets digitaux de la FEV. Je vais me décaler d'un cran. Alors merci d'être avec nous ce matin. Donc on va parler d'un sujet en particulier, c'est un mode d'accompagnement qui est le coaching stratégique des directions générales et digitales. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est quand on évoque le mécénat de compétences en digital, on pense spontanément à des personnes qui vont venir aider l'association sur de la conception ou du développement de produits. On va penser à des développeurs, des product owners, des spécialistes UX UI, du marketing digital. Mais cette étape, en fait, elle n'est possible que si l'association elle a réussi à identifier un besoin et qu'elle a conscience que le digital peut y répondre. Et autrement dit, cette aide opérationnelle, un prérequis pour avoir cette aide opérationnelle, c'est que l'association soit mature dans sa façon de penser
sa stratégie digitale. Et on se rend compte à la Fondation Alpha Omega que cet accompagnement stratégique peut être un impensé chez les mécènes de compétences, et les associations sont souvent seules à concevoir en fait cette pensée stratégique. Et donc c'est pour ça qu'avec Devoteam, avec Ilham, avec François, on a réfléchi à la question et on a proposé une nouvelle forme de mécénat qui est donc ce coaching, je le redis, ce coaching stratégique des directions générales et des directions digitales sur le volet numérique. Donc c'est un accompagnement qui fonctionne à la FEF depuis maintenant, je crois, 2021. Donc on va explorer ça ensemble, mais avant, Christophe, tu diriges cette très belle structure qui est la FEV, qui est je crois que je peux le dire, hein, l'acteur de référence dans la mobilisation des étudiants au profit des quartiers populaires. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu toutes les magnifiques actions que vous menez au profit des jeunes? Oui, merci beaucoup Léo pour l'opportunité d'intervenir, et puis merci pour l'accompagnement tout au long de l'année. On est, nous, à la FEV, accompagnés par la Fondation Alpha Omega depuis maintenant 5 ans. Et c'est un élément qui est important dans ce qu'on va raconter aussi ce matin. C'est que le coaching, il se fait sur le numérique, mais il s'est fait avant sur l'ensemble des éléments de process de la structure, et on ne peut pas déconnecter la réflexion qu'on a dans le pilotage et dans la mise en place d'un certain nombre de process pour améliorer notre fonctionnement et la question digitale. Les choses sont très liées. Et c'est vrai que ça a beaucoup de sens, ce binôme Fondation Alpha Omega Devoteam, comment ça se répond, est quelque chose d'important. Je pense que l'un ne pourrait pas fonctionner sans l'autre, et pour nous c'est très lié. Alors pour répondre à ta question initiale qui n'était pas celle-là, la FEV, c'est une association qui fait du lien entre les campus et les quartiers. Nous, on mobilise des étudiants, bénévoles ou volontaires, dans des programmes d'action pour intervenir concrètement dans les quartiers, auprès des enfants et des familles des quartiers populaires, pour les aider, notamment les aider dans leur parcours et lutter contre les inégalités éducatives. Et on a différents programmes d'action assez concrets pour incarner concrètement cette mission. On a notamment, et c'est là-dessus que je vais faire focus, notre programme central, qui est un programme de mentorat, où des étudiants bénévoles, 2 heures par semaine, un étudiant, 2 heures par semaine, va aller toutes les semaines au domicile d'un enfant ou d'un jeune, en difficulté dans son parcours, repéré par les enseignants. Et cet étudiant va toutes les semaines se mettre à disposition de l'enfant, 2 heures par semaine, et va vraiment l'accompagner dans son parcours. Et on est là généralement au moment un peu charnière du parcours éducatif, là où peut se faire le creusement des inégalités, où se fait des fois le décrochage. Voilà, et l'étudiant il apporte de la confiance, il apporte de l'ouverture, il apporte de l'aide concrète, il apporte tout ça et un peu plus. Et cette relation étudiant-enfant est très en lien avec la famille, parce que l'intervention qui se fait au domicile est un levier extrêmement important, parce que on ne croit pas, nous, à la mobilisation durable des enfants si à un moment donné c'est pas en articulation avec les parents. Ça n'existe pas. Et donc à un moment donné, il faut, si on va pas au domicile des familles, on fait pas cette transformation-là, cette transformation durable. Et comme je dis souvent, je donne cet exemple, mais il y en aurait mille autres. C'est important que les familles aussi soient relégitimées dans leur rôle et un certain nombre de clés, parce que c'est ça qui fait la différence. Et je dis tout ça parce que après ça repose la question de nos enjeux digitaux, et je vais y venir. Et donc la FEF, c'est cette capacité à pouvoir mobiliser durablement, efficacement, utilement des étudiants pour intervenir auprès des enfants et des jeunes dans les quartiers. Et on a, au fil du temps, développé la FEF sur les territoires, mais aussi massifié l'opération. Et donc aujourd'hui, on a, l'année dernière, il y a eu 18 000 étudiants qui ont mentoré 18 000 enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, là, pour l'année en cours, on est encore en train de développer, donc on n'est pas encore à nos objectifs, mais il va y avoir cette semaine 15 000 étudiants qui vont chacun
prendre un bus, aller dans un quartier, toper à une porte, dire bonjour, je viens pour aider votre enfant, et repartir. Et ça dans 505 quartiers prioritaires en France et un peu en Espagne, on est à Barcelone et à Valencia. Et donc forcément, ça pose, quand on le pose comme ça pose la question du digital et de l'accompagnement qu'on a dû mettre en place sur la question du digital à la FEV, parce que comment on arrive à faire en sorte de bien croiser la question de la quantité et la qualité. C'est-à-dire comment on arrive à penser notre opération sous forme de process qui arrive à pouvoir massifier l'intervention des étudiants sans perdre en qualité, ou même en renforçant la qualité. Ou comment on fait de la qualité la condition sine qua non de la quantité. Et comment tout ça se répond. Nous, on les oppose pas, quantité et qualité, on les articule. Et de ce point de vue-là, la question humaine était insuffisante. La question de nos ressources humaines est insuffisante en tant que telle si elle ne s'accompagne pas de plus en plus de la question des ressources numériques. Et on a, avec l'accompagnement de la Fondation Alpha Omega, avec Devoteam, on a basculé ces dernières années d'une logique de prendre les outils numériques comme des outils, à en fait passer à une étape où politique de ressources humaines et politique de ressources numériques se sont intrinsèquement liées. Qu'il n'y a pas... on parle... Benoît va sûrement parler de parcours numérique sans couture, d'un logiciel à un autre, etc. Mais je dirais que au-delà de la sans couture, c'est nous, comment on arrive à tisser politique de ressources humaines et politique de ressources numériques. Et comment ça fait qu'un. Et d'ailleurs, on en parlait avec Benoît hier, c'est intéressant. Avant, à la FEV, les gens étaient intégrés, on leur parlait des inégalités éducatives, des enseignants, du rôle de l'étudiant, le rôle de la famille, etc. Et puis, quelques temps après, on leur disait, ah ben oui, il y a tel ou tel outil numérique. Aujourd'hui, ces éléments-là sont liés. Quand on arrive à la FEV, forcément, la question numérique arrive tout de suite, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans. C'est complètement imbriqué. Et donc, il y a... Et peut-être pour finir ce propos introductif... Sinon, tu fais la demi-heure et puis je te... Quoi? Non, je t'en prie. Et il y a trois choses. Nous, il y a la question du parcours utilisateur. C'est-à-dire comment l'étudiant, facilement, il s'inscrit à la FEV. Une fois qu'il est inscrit, rapidement, il peut avoir un enfant. Quelle compétences, quel contenu il a à disposition, comment après on valorise les compétences qu'il a acquises et comment il finit son accompagnement. Bon, là, il y a ce parcours-là, la question numérique, elle est clé. Il y a la question de l'interaction avec les acteurs, parce que les actions de la FEV sont en lien avec différents acteurs du territoire. Et il y a la question du pilotage. C'est-à-dire, quel étudiant, où, quand, comment, quelle remontée de data. Et donc c'est ces trois éléments-là qu'on a réussi à intégrer, vous dites, dans maintenant quelque chose qu'on n'arrive plus à séparer entre les ressources humaines et les ressources numériques. Merci beaucoup Christophe. Tu as anticipé ma première question. Sur effectivement, c'est gratuit. Comment à la FEV, effectivement, vous avez en amont un peu pensé votre stratégie digitale. On peut peut-être avoir justement un regard croisé avec toi, François, donc toi, dans le cadre de tes fonctions, tu as l'habitude d'accompagner des grandes entreprises privées dans leur réflexion digitale. Et pour toi, quelles sont les similitudes et ou les différences que tu peux identifier chez la FEV dans la façon de penser son digital comme levier stratégique par rapport avec des structures avec qui tu as l'habitude de travailler? Alors effectivement, il y a des similitudes et des différences. La similitude, c'est que tout secteur confondu, entreprises privées, associations, tout le monde a toujours considéré que le numérique amenait quelque chose au final
dans l'amélioration des performances, etc. Sauf que ça a été souvent assez flou. Ça a été perçu au début plutôt comme un énième outil technique qu'on mettait en place. Et ce que vient de dire Christophe, sur le fait d'intégrer le numérique dans les process d'entreprise, réellement dans les process métiers, ça, c'est quelque chose qui est finalement, on va dire, presque relativement récent, même dans les grandes entreprises, parce que ça met du temps, parce qu'il y a une grosse inertie, parce que c'est pas si simple que ça, et il faut bien l'aborder. Donc, je dirais que ça, c'est l'effet commun. Le numérique va avoir un effet sur les process métiers de l'entreprise. Là où je vois vraiment des différences sur la FEV et puis pour d'autres associations aussi, parce qu'il y a quand même des éléments un peu caractéristiques et des choses qu'on aimerait bien trouver dans les grandes entreprises et qu'on trouve pas toujours. C'est l'implication des métiers dans le processus de transformation digitale. Moi, beaucoup de projets dans les grandes entreprises, je les vois démarrer par des solutions techniques. C'est un projet qui vient de la DSI parce que on a décidé de mettre en place les outils pour être un peu comme les autres et de suivre un peu le mouvement de la digitalisation. Donc, on va aller dans le cloud, on va faire un certain nombre de choses, mais sans forcément être très clair sur l'adoption, sur l'effet réel de tout ça. Et on a toujours du mal à embarquer les métiers dans ces réflexions. Et souvent, ça finit par des projets très techniques. Finalement, le métier s'y raccroche, mais j'allais dire un petit peu en bout de course. La vraie différence ici, et sur la FEV c'était flagrant, c'est le fait que dans le groupe de travail de ce qui a été animé, d'entrée, on a les métiers de l'entreprise, parce qu'on a des enjeux qui viennent d'être évoqués, qui sont très concrets, très opérationnels, très court terme, et dont on a besoin de voir l'effet immédiat. Donc on est vraiment là dans la bonne approche de la transformation numérique. C'est le métier qui pilote la transformation, parce que le métier sait ce qu'il veut faire, il sait pourquoi il doit le faire. Il n'a pas forcément les outils, il n'a pas forcément la méthode, il n'a pas forcément la vision globale. Donc la DSI et donc nous en accompagnement de ces DSI doit amener au métier l'outillage, la méthode, la manière de faire, la priorisation, pour que finalement l'idée du métier soit concrétisée, voire même apporter des idées au métier en disant mais tiens, ça c'est possible. On dit toujours il faut que le besoin précède la solution. Moi, je trouve que c'est moyennement vrai, parce que tant qu'on n'a pas une idée des solutions, il y a des besoins qu'on n'imagine même pas. Donc, à un moment donné, il faut être sur quelque chose d'assez itératif. Et là, c'est le rôle de la DSI d'amener ce côté très... voilà la boîte à outils. Le numérique, c'est une boîte à outils. Il faut savoir bien l'utiliser. On a, je pense, longtemps cru que le numérique, le cloud, etc., faisait que toutes les solutions marchaient par magie. Il y avait rien à faire, ça marchait tout seul. En fait, non. On peut faire des projets horribles dans le cloud, comme on peut faire des très beaux projets hors du cloud. Il y a pas c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc ça c'est le premier point, je pense, très un peu différenciant. C'est cette proximité du métier avec la démarche de transformation pour que tout le monde se l'approprie, voire même avec une certaine complexité, parce que quand je dis métier, c'est tous les métiers. C'est-à-dire que c'est aussi bien le métier de fond de l'association que les fonctions support, les RH, tout ce qui va avec, pour que l'ensemble soit intégré. Et ça, c'est des cas de figure qu'on rencontre finalement pas très souvent, j'allais dire, devoir les traiter globalement dans la même équipe, dans les grandes entreprises. C'est une situation qu'on n'a pas souvent. Donc ça, c'est une vraie force. Le deuxième point de différence que je mettrai en évidence, c'est la nécessité de prioriser. Les associations, globalement, ils ont toujours beaucoup d'idées, beaucoup de sujets à apporter, mais sont souvent même majoritairement avec des moyens contraints. Donc l'exercice de priorisation est d'autant plus critique. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Pourquoi? Comment on va arbitrer? Et j'allais dire aussi bien dans la priorisation des projets, quel est le premier projet qu'on va réaliser, à quelle échéance, mais aussi une priorisation qui doit tenir compte, alors, évidemment, des moyens financiers, mais aussi des moyens humains disponibles. Maturité qui est pas toujours forcément là, des disponibilités parce que les collaborateurs de l'association ont des activités opérationnelles et doivent donc contribuer à cette transformation numérique. Donc comment équilibrer l'opérationnel et le projet. Donc comment s'assurer qu'on est sur le bon rythme, on va pas ni trop vite ni trop doucement pour permettre justement au projet de se dérouler.
Et c'est là aussi le deuxième point que je verrais vraiment comme point de différence, c'est cette nécessité de prioriser et d'optimiser cette priorisation parce que c'est clé pour la mise en œuvre opérationnelle. Un grand groupe international, évidemment, il priorise, on ne dit pas qu'il priorise pas, sauf qu'il y a des moyens derrière qui permettent de solliciter des ressources externes, de compenser, etc. Et j'allais dire, de neutraliser un petit peu cet effet de moyens. Là, l'objectif, et c'est un sujet évidemment qu'on trouve très intéressant dans l'accompagnement de ce type de structure, c'est de construire cette transformation en tenant compte de tous ces paramètres avec un objectif très très concret et de réalisation, c'est-à-dire de se dire ça a vraiment tel effet. Donc la mesure de l'adoption, qui est toujours un sujet qu'on va trouver partout dans tous les projets numériques. Est-ce que mon projet est vraiment utile ? Là, il prend d'autant plus d'importance parce que c'est clé dans l'activité de l'association. Merci François. Sur ce sujet justement du coaching stratégique, est-ce que vous pouvez peut-être, François, Benoît, nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, sur quel sujet Devoteam intervient à travers ce coaching, et aussi peut-être comment vous interagissez, parce que coaching, en fait, il y a plein de formes diverses et variées, et donc savoir comment vous l'avez pensé et comment il est mis en œuvre. Bonjour à tous. Du coup, juste pour repartir un peu du tout début par rapport à la transformation digitale de la FEM, parce que moi je suis arrivé du coup il y a 3 ans à la FEM, et simplement pour replacer un peu le contexte, c'est pas une démarche en fait qu'on a juste commencé il y a 3 ans, la transformation digitale, ça fait depuis plus longtemps, mais il y avait vraiment besoin, on parlait tout à l'heure de priorisation, François, c'est vraiment un vrai sujet en fait, on a eu vraiment besoin en fait de prioriser tous nos enjeux avant en fait de vraiment passer en phase 2 de transformation digitale et vraiment de la décliner de manière opérationnelle. Il y avait un vrai sujet aussi quand je suis arrivé du coup à la FEV. Ilham parlait de diagnostic digital tout à l'heure. Quand je suis arrivé à la FEV, il a fallu faire ce fameux diagnostic digital pour vraiment pouvoir comprendre déjà tout ce qui avait été mis en place et aussi du coup de pouvoir maintenant après pouvoir apporter une forme de cohérence en fait dans tous les chantiers, et c'est là où est intervenu en fait le coaching, parce que moi j'avais un vrai besoin en fait d'avoir un regard externe sur la construction en fait d'une stratégie digitale. Bon, déjà parce que je venais de l'univers startup et que je n'avais jamais été confronté à une structure comme la FEV, donc avec une organisation avec différentes directions aussi conséquentes, etc. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un regard externe de quelqu'un qui avait déjà travaillé sur ce genre de problématiques-là et sur ce type de structure, c'était assez précieux pour moi. Et donc, du coup, on a fait la demande et donc on a pu enclencher ce coaching. Donc, on a un consultant, du coup, qui nous aide depuis maintenant, 1 an et demi pour structurer toute la stratégie digitale de la FEV. On a mis en place un groupe de pilotage digital à la FEV. Donc, c'est vraiment l'instance qu'on a mis en place avec Devoteam pour que on puisse embarquer la direction et aussi des équipes opérationnelles, mais souvent des managers, donc qui sont membres de ce groupe de pilotage, sur tous nos enjeux stratégiques et qu'on puisse prioriser tous nos sujets. Et donc en fait, on travaille donc on a un groupe de pilotage qui a lieu 4 à 6 fois par an. Avec Devoteam, du coup, avec Alain, qui est le consultant qui nous accompagne sur cette mission, on se voit presque tous les mois pour préparer en fait ce groupe de pilotage, donc aussi bien les ordres du jour, le modèle d'animation aussi, mais aussi faire les comptes rendus. Et aussi, moi, je le sollicite aussi énormément parce que sur les chantiers opérationnels, au-delà de la stratégie, parce qu'évidemment, c'est important d'avoir une stratégie, mais il faut aussi pouvoir décliner ces stratégies de manière opérationnelle. Et de mon côté aussi, j'ai souvent besoin de solliciter mon coach Devoteam pour pouvoir justement lui présenter mes enjeux actuels, les difficultés lesquelles que je rencontre, et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est hyper important en fait d'avoir quelqu'un en externe qui a aussi une voix. Il y a la forme aussi de se dire que on a quelqu'un d'externe, expert du digital, qui vient aussi appuyer ma vision aussi du développement du digital à la FEV. Et ça, c'est aussi très précieux pour pouvoir faire avancer auprès de toutes les directions le sujet du digital.
Et un truc qu'on peut dire, c'est que, t'en as un peu parlé Christophe, c'est que vous avez quand même réalisé quelque chose d'extraordinaire récemment. Je reformule. Vous réalisez des choses extraordinaires tous les jours, comme Entreprendre pour apprendre d'ailleurs, et comme toutes les associations, mais vous avez été encore meilleur que d'habitude. Vous avez doublé votre activité mentorat en 1 an. Je croyais que tu allais dire que l'élément extraordinaire de l'année dernière, c'est qu'on a renouvelé le partenariat avec la Fondation Alpha Omega. Aussi. Christophe l'a dit, c'est assez impressionnant. En 1 an, donc ils ont, grâce à vous, il y a 18 000 enfants et jeunes qui sont accompagnés à leur domicile en présentiel par des étudiants bénévoles. Et l'année dernière, c'était 9 000. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont comme ambition d'accompagner environ 30 000 jeunes et enfants à horizon 2025-2026. Cette chose qu'on travaille ensemble, finalement, ce passage à l'échelle, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans, ce côté, comment on se met en capacité d'absorber en fait une activité soudaine et rapide. Et donc c'est intéressant peut-être de vous entendre tous les deux sur la place qu'a pris le digital dans la réalisation je sais pas de si ce passage à l'échelle. En tout cas, vous pouvez tous les deux réagir. C'est comme vous. Non, mais déjà juste pour effectivement là on a un passage à l'échelle qui est assez conséquent, donc un développement de l'activité qui est assez énorme là ces dernières années. Pour mesurer en fait aussi ce que le digital a pu apporter dans ce passage à l'échelle. Donc on peut repenser aussi à la période de Covid où on a pu maintenir en fait notre activité pendant la période de Covid, notamment parce qu'on avait basculé sur des outils de collaboration comme Google qui nous a permis de faire de la vidéoconférence et donc de pouvoir maintenir nos actions. Donc ça a été hyper crucial sur ce volet-là pour continuer à se développer même pendant cette période de Covid. On a aussi travaillé énormément sur la digitalisation des process. Bon, c'est un gros mot tout simplement pour dire que on a simplifié en fait des actions manuelles qui étaient réalisées par des salariés en utilisant en fait la technologie pour faire en sorte que ces actions-là manuelles ne soient plus nécessaires et que ça soit fait automatiquement. Ça a été aussi un vrai enjeu et un vrai travail de fond qu'on a mené pour pouvoir passer à l'échelle. Il y a la question aussi du recrutement des bénévoles. On recrute en fait des bénévoles donc en présentiel dans les campus, vu que c'est des bénévoles étudiants. Mais on a aussi, par rapport au contexte actuel où le digital a une énorme importance, surtout auprès des jeunes, développer le recrutement de bénévoles sur le digital. Sans ce volet-là, on ne pourrait pas autant recruter de bénévoles que ce qu'on peut faire actuellement, parce qu'en fait le digital de nos jours, on est vraiment, on parlait tout à l'heure de dons avec un email, là c'est la même chose. Si on tape devenir bénévole dans Google et qu'on a la FEV directement dans les résultats de recherche, on va pouvoir recruter plus facilement. Et ce volet de la mobilisation du coup, recrutement de bénévoles digital est hyper important aussi dans le développement de nos activités. Et il y a aussi le développement de projets numériques ou de produits numériques. On a pris vraiment la question donc de l'expérience utilisateur pour nos bénéficiaires, mais aussi de l'expérience utilisateur pour nos partenaires, faire en sorte en fait de fluidifier au maximum leur parcours à la FEV et comment leur donner les bons outils, mais aussi comment parfois déplacer certaines actions qui étaient avant faites par nos salariés en interne en saisissant des données dans un CRM par exemple ou dans des tableaux, déplacer ces actions sur les utilisateurs finaux. Donc par exemple sur nos bénévoles qui vont pouvoir compléter leurs informations personnelles avec tout un scénario automatisé avec différents formulaires au lieu que ça soit saisi par le salarié. Ça va être aussi par exemple pour nos partenaires qui nous repèrent des jeunes à accompagner. On leur a mis à disposition une plateforme vraiment pour les aider à saisir les données qu'on a besoin pour pouvoir après nous derrière accompagner ces jeunes. Donc tout ça en fait c'est des éléments qui nous aident dans le passage à l'échelle de la structure et qui en même temps aussi nous permettent de structurer nos process aussi et d'harmoniser au sein de toute l'organisation. Parce qu'on parlait aussi tout à l'heure un peu
d'harmonisation des outils, pourquoi choisir tel CRM et pourquoi harmoniser par exemple le CRM dans une structure, mais c'est un enjeu hyper aussi important de pouvoir utiliser tous les mêmes outils et de pouvoir les mettre rapidement à disposition pour pouvoir itérer aussi, les modifier, les améliorer en fonction des retours utilisateurs. Et le fait d'avoir cette cohérence dans le déploiement des outils nous a permis aussi de pouvoir développer nos actions. C'était un levier hyper important pour nous d'accompagner et d'harmoniser nos outils. Je ne sais pas si Christophe, tu as un truc à... Oui, Christophe a toujours quelque chose à rajouter. Vous avez vu l'ambiance quand même entre la Fondation Alpha Omega et la FEV est quand même pas simple, hein, mais vous en êtes témoin, j'en suis content. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, bien fait. C'est intéressant. Effectivement, on est passé de 9000 binômes à 18 000. Et donc j'ai une formule pour dire, on est passé... On a fait en 3 mois ce qu'on avait mis 30 ans à faire. On a mis 30 ans à arriver à 9000 binômes et on a mis 3 mois à passer de 9000 à 18 000. Et en fait, ce qui était la chance qu'on a eue, d'une part, il y avait eu le Covid qui avait accéléré la question de la digitalisation. Et puis, on avait travaillé avec la Fondation Alpha Omega, avec Oliver Wyman, à tout un travail de réflexion sur les process et comment on arrive à penser nos actions et à fluidifier nos actions et à pointer dans les actions de mentorat entre le recrutement de l'étudiant, ce qu'on appelle nous le matching étudiant-enfant, ce qu'on appelle les MEP, les mises en place, l'étudiant qui va pour la première fois au domicile, la question de la formation des étudiants. Bon, voilà, on avait identifié toutes les actions qu'il fallait que nos salariés automatisent. Et la question du numérique est arrivé en résonance avec ça. Et c'était un crash test intéressant, les deux passages de 9000 à 18 000. Quand on passe de 9000 à 18 000, on voit quels sont les outils qui marchent et qui ne marchent pas. Et on voit là où il y a des éléments de progression. Et en fait, on a eu, je parle surtout entre Benoît, mais peu de questions en fait sur la question du suivi global de notre activité. C'est-à-dire que y a des questions sur la mobilisation des bénévoles, sur le repérage des jeunes à mentorer, mais après le fonctionnement, on n'a pas eu de questions ou d'interrogations au cours d'année en disant on n'y arrive pas, le suivi on n'y arrive pas, on ne sait plus où sont les étudiants, les enfants. Tout ça c'est fait assez naturellement. Et c'est là c'est pour ça que moi j'en venais dans l'introduction au côté que comment c'est totalement intégré à la fonction des salariés. Et donc voilà, et donc il nous reste nous là encore un peu à progresser aussi avec le digital sur cet aspect repérage des mentorés, repérage des mentors. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant. Puis je voulais rajouter aussi un élément par rapport à ce qui a été dit en introduction par Benoît. Je ne sais pas dans les autres associations, mais à la FEF c'est clair, on a sous-estimé la question du pilotage. Et historiquement, on a pris le numérique comme il nous faut un outil. Alors on va essayer de trouver le meilleur outil, le meilleur CRM, etc. Chacun se découvrant des fonctions de responsable du digital, mais en fait, il faut un responsable du digital et il faut un accompagnement stratégique. Alors et pour les associations qui sont dans la salle, une fois qu'on est accompagné stratégiquement, ça ne résout rien et il faut encore acheter les produits digitaux derrière. Donc ça n'apporte rien d'opérationnel direct. Donc il faut à la fois penser le pilotage, c'est un élément. Nous, il y a eu un avant et un après. Et un avant et un après Benoît, un avant et après Devoteam. C'est très clair. La question du pilotage ne doit pas être sous-estimée. Puis après, la question du budget, on en parlait tout à l'heure. Nous, on est à 2%. En réalité, c'est 4 ou 5%. Mais comme on pense, comme je disais tout à l'heure, les politiques de ressources humaines, il faudrait intégrer plus comme les politiques de ressources humaines ou comme les personnes, c'est pas en plus. C'est normal pour développer l'activité, c'est normal d'avoir des gens, et donc c'est normal d'avoir aussi de l'argent pour le numérique, et commencer à intégrer en tant que tel, et pas un supplément
où on ne sait pas où on va trouver les éléments financiers. En tout cas, Christophe, tu parles de pilotage, de suivi par la donnée. Tu sais me parler, moi, dès le matin. Je vais te laisser la conclusion de cette table ronde, Christophe. Mais avant, je vais poser une dernière question à toi, François. Justement, ton regard est intéressant là-dessus sur comment vous les accompagnez et comment vous justement les aider à l'épreuve du feu. Sur ce passage à l'échelle, voir un peu ton regard là-dessus et peut-être aussi un regard de mécène par rapport à ce coaching et ce besoin d'engagement des collaborateurs. Est-ce que ça correspond aussi, cette forme d'engagement, à quelque chose qui évolue chez vous? Alors, juste peut-être pour répondre à la question et pour commencer, un peu repositionner le mécénat chez Devoteam. Alors, Ilham a présenté la fondation tout à l'heure et comment tout ça est organisé. Moi, je le vois sous l'angle d'une entité opérationnelle, en tant que manager dans une entité opérationnelle avec des consultants qui travaillent sur différents clients. L'engagement, c'est vraiment un sujet clé. Et aujourd'hui, le mécénat est un élément d'engagement par nature. Et ça, je le vois depuis assez récemment, notamment sur le fait que c'est un élément qui devient clé dans le recrutement. Il y a quelques temps, c'était un sujet qui était presque anecdotique. Aujourd'hui, moi, je le mets j'ai vu plusieurs fois des entretiens basculer en évoquant le mécénat. Et j'allais dire, je l'évoquais un peu en fin d'entretien, comme ça, en disant tiens, et en plus, on fait du mécénat. Et ça, ça faisait un petit peu tilt chez les candidats. Donc du coup, maintenant, j'en parle plus tôt dans les entretiens, et c'est plutôt assez efficace parce que face à beaucoup d'entreprises qui ont des activités un peu communes sur la transformation numérique, il y a quand même beaucoup de choses en commun. Ça, c'est un élément différenciant qui nous intéresse parce que c'est un élément d'engagement. Ensuite, nous, le mécénat, on le considère comme étant pour nous un élément de montée en compétence des consultants. C'est-à-dire que l'avantage du mécénat de compétences, c'est que le consultant, il fait son métier de consultant, sauf qu'au lieu de le faire pour une entreprise du CAC 40, grande entreprise, etc., en facturé et autres, il le fait pour une association dans un autre contexte. Mais c'est le même métier, fait différemment. Donc pour le consultant, c'est extrêmement enrichissant. Aujourd'hui, j'ai jamais entendu un retour d'un consultant qui revenait de mission et qui nous disait non, je veux plus faire du mécénat, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment pas le cas. Donc c'est vraiment ce sujet, et on constate de manière très pratique que l'engagement d'un consultant est presque plus important quand on est en mécénat que sur, alors je devrais pas dire ça, mais que sur une entreprise dans une prestation facturée, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas la même situation. Je parlais tout à l'heure de priorisation, d'enjeux très court terme. Le consultant se retrouve vraiment confronté à des choses très très concrètes, et il a son vrai pouvoir de conseil, ce qui est plus ou moins noyé quand on est sur une grosse entreprise. Donc un élément très très, très important aujourd'hui dans notre activité. On est même là, on va même développer ça sur l'année prochaine. Tous les consultants qui sont entre deux missions, on va essayer de leur proposer systématiquement des missions de mécénat. Alors ça reste du volontariat, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, mais en tout cas ça permettra aussi d'entretenir, aussi de faire travailler les consultants sur différents sujets. Alors on a beaucoup travaillé et on fait beaucoup de missions, ce que j'appelle missions de réalisation. Il y a un projet, une étude, quelque chose, il y a un début, une fin, et on accompagne là-dessus. Donc ça, c'est le gros de notre activité. Et ce coaching, l'activité de coaching est arrivée relativement récemment, quand on a imaginé aussi ces sujets-là. L'entité dans laquelle je suis manager, c'est l'entité conseil de Devoteam, dans laquelle on travaille sur les études amont, les études stratégiques, etc. Donc on est complètement, j'allais dire, perfusé à tous ces sujets de transformation, et surtout le fait que la transformation, c'est 360, c'est tous les sujets en même temps. C'est pas juste la technique, c'est tout ce qui va avec. Donc le coaching se prête particulièrement bien à ça, parce que ça permet d'entretenir la relation dans le temps, de s'assurer que ce qui est prévu dans une stratégie ou un élément va bien se dérouler de la bonne façon sur la suite. Ça nous permet aussi d'identifier aussi d'autres besoins de mécénat possibles au fil du temps. Et ça nous permet d'exercer pleinement notre activité de transformation. Donc aujourd'hui, ça vient réellement compléter
j'allais dire, la panoplie de nos offres. On a commencé il y a quelque temps avec des missions, comme je disais, un besoin, on fait une mission. On a introduit il y a quelque temps, et la FEV en a bénéficié, ce qu'on appelait le diagnostic digital, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'associations avaient besoin d'abord de faire le tri entre beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, avec des changements de managers, de dirigeants, etc. Donc il fallait souvent d'abord refaire le point sur ce qui était prioritaire et ce qui l'était pas. Ça rejoint le sujet de priorisation que j'indiquais tout à l'heure, et on est maintenant dans ce mode de coaching, et effectivement alors évidemment ça s'adresse chez nous à des profils plutôt très expérimentés, parce qu'il faut avoir ce recul pour être vraiment pleinement efficace. Donc on ne demandera pas du coaching à faire par un consultant junior, c'est clair, mais aujourd'hui ça a beaucoup d'écho chez nous sur l'intérêt pour ces profils-là d'accompagner des associations en coaching, parce que j'allais dire on y trouve tout l'intérêt d'un accompagnement dans la durée, d'une vraie écoute, parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin, et si on est là en conseil, c'est parce qu'on doit amener quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est dans une grande entreprise privée, c'est qu'on amène du conseil, mais souvent le client considère qu'il est plus malin que tout le monde et qu'il sait mieux, donc il écoute un petit peu, pas toujours. Là, on sait qu'on a de l'écoute, on sait, et finalement ça nous engage aussi, c'est une forme de responsabilité presque plus forte que sur une mission facturée, parce qu'on sait que le conseil qu'on va donner ou l'orientation qu'on va donner, dans 99% des cas, elle va être mise en œuvre, donc il ne faut pas se louper. Donc c'est aussi très engageant, que ce soit au niveau partenaire ou même pour un consultant junior. Le fait de dire ce que je raconte là, ce que je propose, ça va être fait, et ça va être fait vite, parce qu'il y a un enjeu de court terme. Donc c'est un exercice qui est, j'allais dire, nous, extrêmement bénéfique pour tout le monde. Et moi, j'avoue que participant à des missions de mécénat, moi, je garde systématiquement un petit quota de missions de mécénat dans mon activité, parce que je trouve ça extrêmement enrichissant. Merci François. Si ça donne des idées à des mécènes dans la salle, n'hésitez pas à aller voir Ilham et François pour qu'ils vous aident à structurer la démarche. Christophe, peut-être t'entendre effectivement sur la fin, sur ce que tu veux déjà, je sais que de toute façon tu vas partir sur les sujets dont tu as envie, mais je tente une question fermée quand même. Moi je viens plus je reviendrai plus au Philanthrope quand Léo fini, c'est la dernière fois, mais il faut profiter. Pour clôturer, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment que tu donnes ta lumière sur ce point-là. Comme l'a dit, ce passage à l'échelle, vous le vivez actuellement. Et est-ce que vous pensez qu'à l'épreuve des faits, ce que vous êtes en train de réaliser aurait pu être possible sans le virage digital ? Alors, autrement dit, tout ce qu'on se dit, est-ce que on parle du digital comme solution miracle à tout ? Est-ce que vraiment, en fait, ça fait partie de la solution du passage à l'échelle ? Et puis après, voilà, quelles sont un petit peu tes ambitions pour le futur, et en quoi le digital peut y répondre, et tout ce que tu voudrais y mettre aussi. La question que tu poses est vraiment intéressante. Après, la réponse est forcément oui, mais j'en sais rien en fait. Peut-être qu'on aurait pu faire sans... Peut-être, mais on aurait vraiment galéré. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, on est dans une logique de transformation, non pas de transformation digitale, mais de transformation avec le digital. C'est-à-dire comment on transforme avec le digital, et que cette question, elle n'est pas extérieure. Et effectivement, nous, ça nous a permis deux choses, mais qui peuvent se répondre. C'est la question de la performance. C'est-à-dire comment on est plus performant, comment on arrive grâce au digital à gagner en performance à la fois quantitative et qualitative. Et je suis pas sûr qu'effectivement qu'on ait réussi ce passage à l'échelle si on n'était pas dans ce niveau de performance. Si on n'est pas dans ce niveau de performance, on arrive, et quantitative et qualitative, on n'arrivera pas à rendre durable notre passage à l'échelle. On le réussirait moins, et il serait pas durable. Donc cette question de la performance me paraît clé, et il ne peut pas, quand on voit les gains de performance qu'on a eu grâce au digital, c'est plus possible de le penser sans, et comme je disais tout à l'heure, pas simplement en termes d'outils extérieurs, mais vraiment intégrés. Puis un deuxième élément, c'est la question du bien-être, notamment le bien-être des salariés. Et bien sûr, il y a la question de l'expérience utilisateur, mais la question du bien-être des salariés me semble un élément clé aussi de ça, et qui répond bien à la question de la performance. Et on voit bien, il y a un certain nombre de tâches
à faible valeur ajoutée qui, grâce au digital, a été automatisé. Par exemple, quand un étudiant nous contacte en disant je suis intéressé, il y a un SMS qui part directement et puis on l'invite une première fois. S'il répond pas, le SMS repart et puis après pour la formation, au lieu de l'appeler, bon, tout est automatisé. On a un petit animal à la fève qui s'appelle Aiko, qui est un petit renard, qui est le Siri de la fève en fait, et qui est un petit robot conversationnel et qui contacte tout de suite tous les étudiants, 1 heure après leur accompagnement. Et le Aiko, le petit renard, il contacte l'étudiant, il dit bon comment ça s'est passé, etc. Et si la note est pas bonne, tout de suite il y a quelqu'un qui appelle. Mais ça permet de sécuriser les salariés. C'est-à-dire que les salariés savent que l'étudiant, après chaque séance, les 18 000 étudiants, après chaque séance, il y a un contact qui est fait et il y a une alerte qui se fait s'il faut intervenir. Et c'est un exemple parmi d'autres qui dit que le digital, comment il est aussi un élément de bien-être des salariés. Et comment aussi on l'intègre bien dans l'intégration des salariés pour que ce soit un élément le plus intégré possible et donc pas extérieur mais bien intérieur à leur fonction. Et je trouve que ces deux éléments, performance et bien-être, qui peuvent s'alimenter, permettent d'envisager la question du développement d'échelle non pas comme une contrainte absolue, comme une malédiction, mais plutôt comme quelque chose qui est quand même globalement bien vécu et globalement qualitatif et donc durable. Et après, pour la suite, là, on a beaucoup travaillé sur la question du parcours des étudiants, de son inscription en ligne jusqu'à la production d'un certificat de compétences pour l'étudiant, en passant par tout ce qui est formation, etc. Il y a encore des éléments qu'il faut qu'on automatise dans ce parcours-là. Le matching, c'est-à-dire choisir quel étudiant et quel enfant pourrait être plus automatisé. Puis il y a encore quelques outils. Les étudiants sont encore avec du papier pour faire signer aux parents la feuille d'autorisation de sortie quand ils emmènent l'enfant à la bibliothèque, par exemple. Bon, il y a encore des choses qui sont faites, mais on est quand même là dans du marginal, mais qui va être important à finaliser. Et puis, il y a deux grandes questions là qui sont encore nous. La question de tout ce qui est fonction support. Tout ce qui est notamment RH et financier, toutes ces questions-là sont importantes. Nous, pour vous dire, à la Fève, on est présent donc dans 500 quartiers, dans 63 agglomérations. En tout, financièrement, il y a 1800 lignes de crédit différentes. Donc ça pose quelques questions de remontée, de consolidation, de compte analytique. Bon, voilà. Et donc ça, ça va être un chantier stratégique important. Puis il y a un deuxième chantier qui est moins stratégique, mais qui est interrogeant, c'est la question de la RGPD. Nous, on est en permanence avec de la data, avec des enfants, des mineurs, des données sensibles, bon, tout ça. C'est des questions qu'on n'a peut-être pas forcément complètement intégrées dans la création des CRM initiaux et qui là font planer un vrai sujet. Je pense que là il y a peut-être aussi des éléments d'échange à avoir entre associations pour être plus performants là-dessus, parce que ça va être une vraie question pour la suite. Et puis comme de toute façon on va continuer à être accompagné par Devoteam, je crois on est assez rassurés. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions. On a complètement dépassé l'horaire. Je peux peut-être proposer une question, une ou deux maximum, s'il y en a, ou des commentaires. Non, c'est bon. Très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette matinale de l'aventure philanthropie. Et, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.